Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une série de 3 vidéos sur une nouvelle thématique. Donc on va travailler ensemble sur la préparation, la peinture et l'après-peinture d'une planche thématique. On a déjà fait des planches, je vous avais fait un tuto sur une planche façon herbier au printemps de l'année dernière, qui avait bien plu, elle avait fait pas mal de vues. Et donc là, je vais vous détailler un peu plus tout le processus de la page blanche jusqu'à ce que je fais après la peinture, donc les utilisations possibles de vos planches une fois que vous les avez terminées en fait. Donc cette première vidéo va se consacrer plutôt à tout ce qui est amont de la peinture, donc tout ce que je fais avant généralement au bosquet. Ça va vous donner des petits conseils sur comment vous organiser et préparer votre peinture pour gagner du temps et en efficacité et puis avoir une méthode de travail. Alors c'est la mienne, vous n'êtes pas obligé de faire exactement toutes les étapes et de travailler de la même manière, mais c'est une méthode que j'utilise pour faire mes planches et qui fonctionne plutôt bien. La deuxième vidéo, je vous montrerai en timelapse la peinture, avec pareil des petits conseils pour vous organiser pour gagner en efficacité. Et la troisième vidéo, ça sera vraiment plutôt tout ce qui est numérique, l'utilisation pour faire de la carterie, des motifs, des fonds. Je vous dévoile pas tout, mais voilà, la troisième vidéo, ça sera plutôt pour si vous voulez faire des choses avec votre peinture une fois qu'elle est terminée et pas juste l'exposer. Donc vous voyez si ça vous intéresse ou pas, parce que si vous êtes sur ce compte abonné à ma chaîne pour plutôt vous détendre et juste peindre comme ça, vous n'aurez pas forcément besoin de visionner la troisième vidéo, elle vous intéressera peut-être moins, donc je préfère vous le dire maintenant. Donc l'idée, là, ça va être de voir comment on s'organise pour faire une planche thématique comme celle-ci. Donc là, c'est sur les jouets anciens. Et en fait, la méthode, elle peut s'appliquer à n'importe quelle planche thématique derrière. Bon, ça a coupé. Donc je disais, choisir un thème, c'est pas toujours facile, parce qu'effectivement, on peut ne pas avoir d'idée, et puis avoir un peu le syndrome de la page blanche comme pour un écrivain, mais pour un peintre. Donc, des petits conseils pour pas être en panne d'inspiration. Déjà, vous pouvez noter à chaque fois que vous avez des idées sur un bout de papier libre ou dans un carnet dédié. Moi, j'ai un petit carnet où je note toutes les idées qui me passent par la tête, et quand j'ai pas d'idée, que je suis devant ma page blanche, je relis ma petite liste, et puis parfois je me dis bah tiens, ça j'ai envie de le faire maintenant, et ça me permet de me lancer. Après, vous pouvez aussi regarder sur le calendrier. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas une fête ou des événements dans votre ville ou votre région que vous avez envie de peindre. Là, au moment où la vidéo va sortir, c'est bientôt la Saint-Valentin, qu'on la fête ou pas, on le voit sur toutes les pubs à la télé ou quand on sort dans la rue, on l'entend à la radio, dans les magasins, partout. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi j'en peux plus d'avoir plein de bombardements comme ça sur la Saint-Valentin, surtout qu'avec mon homme, on la fête pas spécialement puisque on préfère se faire des cadeaux toute l'année. Mais on peut pas y couper. On a forcément entendu parler. Donc ça peut être aussi des thématiques comme ça. Sur les événements de l'année, donc les fêtes de fin d'année autour de Noël, ça peut être faire une planche thématique sur vos résolutions pour l'année 2023, ça peut être voilà, sur des événements de la vie courante. Après, vous pouvez aussi faire sur une couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire sur un thème d'événements ou d'objets, comme là j'ai fait les jouets anciens, donc c'est comme un champ lexical en fait, je vais faire que des jouets anciens. Vous pouvez faire sur une couleur ou sur une forme et décliner la forme et la couleur à volonté sur plusieurs objets. Ça peut être aussi pour un projet. Vous avez un projet parce que vous avez envie de faire une carte pour l'anniversaire de votre tante ou que sais-je, vous allez faire une planche Tata Nathalie, et puis vous allez mettre tout ce qu'elle aime, et puis du coup vous allez pouvoir faire une petite carte après exprès pour votre tante, et en espérant lui faire plaisir. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Je pense que ça peut aider aussi si vous êtes en panne d'inspiration d'aller dans des lieux qui vous plaisent. Moi je sais quand je suis en panne d'inspiration, je vais me balader. Et souvent l'inspiration me vient parce que je vais avoir vu des champignons ou des fleurs qui me plaisent et ça me rebooste et ça me redonne un peu d'inspiration. Donc la première chose, c'est de sélectionner votre thème. Une fois que vous avez choisi votre thème, moi je préfère éviter de partir d'un coup comme ça de but en blanc à dessiner tout ce qui me passe par la tête. J'aurais très bien pu, là, sur les jouets anciens, me dire les jouets anciens ça m'évoque tel jouet, tel jouet, tel jouet, je les dessine sur ma planche et puis
je vois ce qui vient. Ça peut être une option, moi j'aime pas trop travailler comme ça parce que parfois j'arrive à dessiner que 2-3 choses et ça me fait pas une planche suffisamment complète. Parfois j'ai tellement d'idées qui me passent par la tête que il me faudrait 4 pages. Donc ce que j'aime bien faire en deuxième étape, c'est d'aller fouiner un peu sur les réseaux, sur internet, sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, sur tous les réseaux sur lesquels je suis, et puis même sur Google Images. Alors je dis Google Images parce que c'est mon moteur de recherche, mais vous pouvez être sur n'importe quel moteur de recherche et aller chercher des images. Et en fait, ça me permet de voir des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Là, sur les jouets anciens, je voulais faire une boîte à musique, j'avais l'idée de faire une boîte à musique, et j'ai revu celle du film Anastasia que j'adorais quand j'étais petite avec mes sœurs, et je me suis dit, c'est cette boîte à musique-là que je veux faire, enfin en tout cas une qui s'inspire de ce dessin animé-là, et pas une autre. Alors que dans l'idée que j'avais initialement, je voyais plutôt ma petite boîte à musique de quand j'étais petite. Donc ça peut vous faire sauter aux yeux ou à l'esprit des choses que vous auriez pas pensé ou oublié, ça peut vous remémorer des bons souvenirs aussi, donc chercher sur des moteurs de recherche ou sur des réseaux, ça peut être intéressant. Moi je le fais mais je vais pas passer 3 heures dessus, c'est pas une étape qui va me prendre beaucoup de temps. J'estime qu'au bout de 15 à 30 minutes grand max, je dois avoir sélectionné des images, des objets qui me plaisent pour ma planche. Généralement, j'en choisis une dizaine, grand maximum, parce que sinon, sur le format sur lequel je peins, ça me fait des toutes petites illustrations. Et j'aime bien peindre des illustrations suffisamment grandes pour pouvoir les utiliser derrière en numérique. Et si je veux les utiliser en numérique, il faut qu'elles soient suffisamment grandes pour pas être pixelisées, mais ça on en parlera dans la 3e vidéo si ça vous intéresse. Donc du coup, je sélectionne pas plus d'une dizaine d'éléments. Donc je les note, ou j'enregistre les images juste pour me servir d'inspiration après. Une fois qu'on a fait notre petite recherche, la 3e étape que je fais moi, c'est de sélectionner vraiment quels éléments je vais peindre. Je regarde ma petite liste, je regarde mes images enregistrées, et je me dis, voilà, je sélectionne ces éléments-là, pas d'autres, je m'y tiens, et si éventuellement j'ai envie d'en faire d'autres, je ferai une seconde planche thématique sur la même thématique, c'est pas un souci, on n'est pas une feuille de papier près, donc je sélectionne vraiment maximum, je vous dis 10 illustrations que je vais faire. Généralement j'en sélectionne même un peu moins, je préfère en prendre 6 ou 7 et garder des petits éléments. Je vous en reparle après, des petits éléments. Donc ça c'est la 3e étape. 4e étape, on va commencer à crayonner. Donc là je passe sur mon papier et je vais faire tous les contours, mais les formes vraiment globales pour placer mes éléments. Donc là si je prends ma planche, vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 gros éléments et j'en ai 3 plus petits. Et la première étape sur papier, donc notre 4e étape là, c'est vraiment de positionner les gros éléments, pour être sûr de pouvoir tous les mettre déjà sur la feuille, que ça rentre bien, et pour qu'il y ait une harmonie au niveau des formes, des tailles et tout ça. Donc vraiment que les contours. Une fois que j'ai fait les contours, en 5e étape, je vais détailler. Je sais que mes formes, elles bougeront pas, mes objets bougeront pas de là où je les ai placés, donc je peux commencer à croquer au crayon les détails. J'essaie de pas trop appuyer sur mon crayon, ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes tutos, pour éviter d'avoir le trait qui ressort trop fortement quand je vais peindre, parce que même si je gomme toujours à la gomme mi-de-pain pour estomper, malheureusement si vous appuyez déjà super fort sur votre trait de crayon, vous pourrez passer à la gomme même pas mi-de-pain avec une grosse gomme, ça vous fera des traces sous l'aquarelle vu que c'est un médium qui est transparent. Donc on place les grandes formes en 4e étape et en 5e on détaille. 6e étape, remplir les vides. C'est super important parce que là vous voyez, j'avais pas les osselets, j'avais pas les dominos et j'avais pas les billes. Et du coup j'avais des zones de ma planche qui étaient vides et qui faisaient pas du coup harmonieux sur le rendu final, je savais que ça allait faire creux. Alors si vous n'avez pas prévu d'exposer votre planche, c'est pas très grave. Mais bon, moi j'aime bien optimiser le papier, donc je rajoute toujours des petits éléments. Donc là j'ai rajouté des osselets, des dominos et des billes. J'aurais pu rajouter aussi quelque chose en dessous ici, peut-être une corde à sauter ou quoi.
Mais bon, j'ai laissé un peu de place, mais vous voyez, l'idée c'est de remplir les grands vides, les grands espaces vides, pour avoir une planche qui est vraiment pleine et agréable à l'œil, parce que du coup ça va permettre que votre œil il soit stimulé sur toute la page et qu'il n'y ait pas des endroits vides. Moi sur mes planches, j'aime bien aussi rajouter à ce moment-là un titre. Donc là j'ai mis mes jouets anciens parce que c'est la thématique de ma planche. En fonction de votre thématique, vous pouvez mettre une petite phrase ou une petite citation. J'aime bien parce que ça fait toujours un petit lettering sympa à la fin et ça donne un côté calligraphique que j'aime bien moi. Après c'est pas obligatoire, vous pouvez faire que le dessin, mais moi j'aime bien rajouter ce petit côté écriture sur mes planches. Puis quand on les expose, du coup ça donne un petit cachet aussi, je trouve. Donc ça c'est la 6e étape, vraiment remplir les creux avec des petits éléments. Ça peut être des points de couleur si vous faites quelque chose de plus abstrait qui rappelle votre palette par exemple. Et vraiment ça va donner plus de profondeur à votre planche. La 7e étape pour la préparation et la dernière, ça va être de sélectionner votre palette de couleurs. À part vraiment les étapes de dessin qui me prennent en général quand même une demi-heure à 1 heure en fonction des planches, c'est l'étape qui va me prendre le plus de temps, de sélectionner mes couleurs. Donc vous avez plusieurs options. Soit vous le faites au feeling, vous ouvrez vos palettes et vous regardez par rapport à votre thématique, est-ce qu'il y a des couleurs qui vous parlent, qui vous viennent à l'esprit plus rapidement. Si vous connaissez bien vos palettes, en plus vous allez rapidement pouvoir réfléchir à des harmonies, à des associations, à des mélanges que vous allez pouvoir faire. Et donc ça va vous permettre de gagner du temps. Quand on débute et qu'on ne connaît pas encore bien sa palette, je déconseillerais de juste ouvrir sa palette et d'aller au feeling parce que vous allez être embêté. Peut-être que si vous avez fait un nuancier en premier de votre palette, ça peut être intéressant de vous tourner plus vers le nuancier pour voir justement le rendu des couleurs sur votre papier. Si vous n'avez pas fait de nuancier et que vous êtes un peu perdu avec votre palette, je vous conseille de d'abord faire un nuancier. Et quand vous aurez fait un nuancier, ça sera plus clair pour vous. Les possibilités que vous avez avec votre palette seront plus claires pour vous, ce sera plus simple de choisir vos godets ou vos tubes. Si vous ne savez pas comment faire un nuancier, sur la chaîne du Bosquet, il y a une vidéo qui vous montre comment faire, donc n'hésitez pas à aller dessus, je vous mettrai le lien en description juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dessus si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore fait de nuancier, parce que vraiment le nuancier c'est quelque chose de très utile. Je m'en sers toujours, moi, quand je reçois des nouvelles couleurs, je fais des swatchs. Donc les swatchs, c'est juste la couleur du plus pigmenté au plus dilué, pour voir comment elle est toute seule. Et généralement, je fais des petits nuanciers avec des couleurs avec lesquelles je pense qu'elles vont bien se marier et faire des mélanges sympas. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Dans tous les cas, donc soit vous y allez plutôt vers les couleurs, qu'est-ce qu'elles vous évoquent, comment elles vous appellent, et vous y allez un peu au feeling comme ça, soit en ouvrant votre palette ou en regardant votre nuancier. Ou alors vous pouvez partir à l'inverse des images que vous aviez regardées. Soit que vous avez enregistré, soit vous vous souvenez à peu près de la gamme couleur qu'il y avait, ou vous retournez vite fait sur internet pour voir. Ou, je dis internet, mais ça peut être un livre aussi qui vous inspire. Et vous regardez quelles couleurs dans cette thématique-là sont les plus utilisées et reviennent souvent. Là pour les jouets anciens, moi, jouets anciens ça veut souvent dire matériaux plutôt anciens, donc c'était beaucoup du bois soit naturel juste sculpté, soit peint, bois peint. Les jouets anciens, là j'ai fait collection vintage un peu Noël, donc je suis allée plus vers du rouge, du noir, pour le casse-noisette et la poupée russe, hein, voilà, des couleurs assez chaudes et sombres. Mais en fonction de votre thématique, c'est ultra variable. Si vous faites une thématique sur les fleurs du printemps, moi j'imagine pas une planche thématique fleurs du printemps, sauf si vous faites de l'abstrait, sans plusieurs verts, et puis pour les fleurs, toute une gamme de couleurs ultra vives, des mauves, des roses, des rouges, des orangés, des jaunes pour les pistils, et puis il vous faudra quand même un peu de marron et de noir pour faire les centres des fleurs qui sont plus foncés parfois. Donc ça peut être des couleurs qui vous viennent, qui sont évoquées, mais si vous avez une banque d'illustrations ou d'images ou de photos à disposition, n'hésitez pas à regarder les couleurs qui sont récurrentes dans ces thématiques-là et de ne pas oublier les harmonies. Donc pour avoir une palette qui est harmonieuse, généralement moi je travaille toujours avec 2 gammes couleurs, une chaude et une froide.
ça me permet d'avoir un équilibre quand même dans ma composition, parce que personnellement j'ai tendance à utiliser beaucoup plus des couleurs chaudes et à oublier un peu les tons froids. Sauf que comme là c'est une planche thématique, à moins que vous ayez une planche thématique qui demande que vous ayez une harmonie de teinte vraiment que froide ou que chaude, par exemple, je sais pas, si vous voulez peindre la banquise, vous allez avoir quasiment que des couleurs froides. Et c'est normal parce que ça va avec votre thématique. Si vous voulez peindre les arbres en automne bien flamboyants, vous allez avoir une palette avec une gamme vraiment couleurs chaudes. Et vous allez avoir très peu de couleurs froides, voire pas. Là, sur les objets, généralement, comme j'ai pris les jouets anciens comme exemple, c'est bien d'avoir un petit peu un mix des deux pour équilibrer votre planche et que ça soit pas que flamboyant ou que très froid. Après voilà, si vous faites quelque chose d'abstrait, vous pouvez aller vers tout et n'importe quoi et il n'y a pas de souci. Du coup, pour l'exemple que je vous fais aujourd'hui avec les jouets anciens, moi j'ai travaillé avec ces deux gammes-là. Je vais laisser faire le focus pour que vous voyez bien. Et donc j'ai ma gamme chaude ici et ma gamme froide ici. J'ai beaucoup de brun ocre pour le bois. J'ai un rouge qui me permet de faire pas mal de variations pour le bois peint. Et dans mes froids, j'ai surtout utilisé le noir pour le bois peint. Et j'avais un peu de bleu et de vert pour notamment la boîte à musique et la boule à neige. Et j'avais quelques brillants, donc j'ai un marchand de sable qui est une couleur sable irisé et puis Twinkle que finalement j'ai pas utilisé, ces deux-là. Donc j'ai utilisé que cette gamme-là au final. Et par contre tout mon doré, Gustave, là je l'ai utilisé pas mal pour les détails sur les jouets. Donc vous voyez j'ai deux gammes couleurs et sur chaque gamme j'en ai 8. 8 c'est mon maximum quand j'ai deux gammes comme ça. Parce que plus vous allez mettre de couleurs différentes, plus vous risquez d'avoir une disharmonie entre les objets que vous allez peindre, entre chaque dessin, chaque illustration de votre planche. Pourquoi ? Parce que vous risquez de peindre un objet avec certaines couleurs, et puis vous vous dites « Ah mince, j'ai pas utilisé les autres, donc l'autre objet je le fais avec d'autres couleurs », et donc il n'y a plus d'harmonie, enfin il y a moins d'harmonie entre les sujets, entre les illustrations. Donc je vous invite à minimiser quand même le nombre de couleurs que vous utilisez pour des petites planches comme ça, parce que sinon vous allez vite avoir un peu de tout, et à ce moment-là ça sert plus à rien de sélectionner les couleurs pour avoir une harmonie. Plus vous allez avancer dans votre pratique, plus vous allez faire de mélanges aussi facilement, donc vous allez sélectionner des couleurs que vous utiliserez peut-être pas finalement. Là je vous ai montré sur ma gamme de tons froids, il y a des couleurs que j'ai pas utilisées, il y en a deux, et sur ma gamme de tons chauds, finalement j'aurais pu me passer d'un des bruns, parce que je crois qu'Angus je l'ai pas utilisé finalement. Si, je l'ai utilisé pour l'ours, mais je l'ai utilisé que pour un seul jouet finalement. Et l'ours, j'aurais très bien pu le faire en mélangeant un terre de sienne et un terre d'ombre brûlée de chez Daniel Smith, et ça aurait pas posé de soucis plus que ça, parce que j'aurais eu à peu près la même teinte qu'avec Angus. Mais j'aime bien Angus du Pigmentarium, donc du coup c'était mon petit plaisir de l'utiliser. Mais vous voyez, plus vous allez savoir faire de mélange et utiliser vos palettes, moins finalement vous aurez besoin de couleurs, parce que vous allez pouvoir trouver en faisant des mélanges des teintes très variées avec les mêmes godets ou les mêmes tubes. Donc voilà, après si vous êtes débutant, que vous n'êtes pas encore hyper à l'aise avec les mélanges et que ça vous inquiète un peu, ou alors que vous n'êtes pas débutant mais que vous avez la flemme de faire des mélanges et que clairement si les couleurs peuvent être toutes prêtes ça vous arrange parce que vous avez besoin d'être rapide, ou de pas chercher pendant 3 heures la teinte qu'il vous faut alors que vous l'avez déjà toute prête dans un autre godet, bah là vous pouvez sélectionner effectivement bien 6-8 couleurs par gamme, chaude ou froide, quand vous faites des objets comme ça. Quand vous avez les gammes couleurs, moi ce que j'aime bien c'est essayer d'imaginer où je vais placer les couleurs. Donc là par exemple sur ma planche, j'ai beaucoup d'éléments qui se font écho, qui ont en fait les mêmes couleurs. Donc j'ai le casse-noisette, le cheval à bascule et la poupée russe
qui sont tous peints quasiment avec les mêmes couleurs. Et après, j'ai des éléments où il y a des rappels. Donc là, sur l'ours en peluche, j'ai le même rouge que sur la poupée russe. Pareil, la base de la boule à neige, j'ai des choses qui rappellent. J'ai la cordelette rouge là sur mon noix à tirer. Et par contre, sur ma boîte à musique, j'ai moins de rappels à part les dorures. Au niveau de l'équilibre de la composition, ça peut être intéressant, là je l'ai pas fait pour cette planche là, mais de réfléchir en amont aux couleurs. Ça aurait peut-être été plus sympa si j'avais mis mon cheval à bascule ou mon casse-noisette à la place de ma boîte à musique et que j'avais décalé la boîte à musique plus au centre. Parce que du coup, on a l'œil qui va être vraiment attiré par le rouge ici et un peu moins par ce côté-là de la planche. Donc comme moi je vise pas à l'exposer telle quelle spécialement, c'est pas très grave, mais si vous voulez faire une planche à offrir ou à exposer, réfléchissez à vos couleurs avant et pas en 7e étape. En fait, il faudrait que vous réfléchissiez à vos placements d'illustration au moment où vous dessinez les formes générales, donc c'est ce que je vous disais en étape 4, quoi. En étape 4, il faut déjà que vous puissiez penser bah oui, mais si je mets tous ces éléments-là à droite ou en bas ou en haut de ma feuille, et bah l'œil il va être attiré là parce que c'est ceux qui vont être peints avec les couleurs les plus vives et qui attirent le plus l'œil, et du coup bah, les autres éléments risquent de passer un peu à la trappe. Là c'est un peu contrebalancé parce que les dominos et les billes sont dans des teintes plus froides, donc ça va, ça équilibre. Puis pareil, la boule à neige avec le globe et puis la neige qui tombe, ça équilibre un peu en bas, mais on aurait pu équilibrer encore mieux. Donc si vraiment la visée c'est d'exposer votre planche, essayez de penser aux couleurs en même temps que au placement de vos illustrations. Si après c'est pour faire du détourage sur Photoshop pour faire un faire-part, c'est pas très important puisque de toute façon vous allez reprendre vos illustrations une à une pour les placer sur votre élément de papeterie, de carterie ou que sais-je, donc bah, là vous allez tout replacer, donc vous aurez le temps de réfléchir à l'harmonie des couleurs un peu après, ça posera moins de soucis. Donc voilà, pour la 7e étape des couleurs. Ces 7 étapes-là, pour moi, elles sont hyper importantes puisqu'elles vous permettent vraiment d'anticiper la peinture. Ça veut dire que on pourrait se dire, oui, bon, il y a un peu de temps de perdu, je suis peut-être pas obligée de chercher des images, je suis peut-être pas obligée de me prendre autant la tête sur les couleurs. Oui, si vous voulez juste vous amuser, effectivement, c'est peut-être pas la peine de faire toutes les étapes. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de vraiment harmonieux, qui soit bien propre et sur lequel vous avez bien réfléchi, bien travaillé pour que la peinture se fasse fluidement après, pour moi elles sont nécessaires. En tout cas au quotidien quand je peins et quand je prépare mes collections, je travaille comme ça parce que ça me permet de gagner du temps sur la peinture. En fait, en réfléchissant comme ça à chaque étape, au placement, à mes choix d'éléments et à mes choix de couleurs, ça me permet de vraiment être dans la projection du produit fini. Qu'est-ce que je veux à la fin quand j'aurai fini de travailler, fini de peindre, quel rendu j'ai envie d'obtenir et puis qu'est-ce que j'en fais par la suite, parce que effectivement en fonction de l'usage que je veux en avoir, je vais pas avoir besoin d'être aussi autant précise en fonction des projets. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, elles peuvent être toutes utiles ou moins, mais si vous voulez vraiment quelque chose de très harmonieux et de bien pensé, bah, elles sont à mon sens toutes nécessaires pour que vous puissiez obtenir quelque chose qui vous plaise à la fin. Moi, il n'y a rien qui me frustre plus que d'avoir passé 4 heures à peindre une planche et en fait d'avoir le rendu en mode bon bah bof parce que mince, je pense à tel élément que maintenant, bah, si j'avais fait une petite recherche, je l'aurais vu et j'y aurais pensé. Ou ah bah cette couleur-là finalement, elle me plaît moins, j'aurais peut-être dû prendre le temps de regarder mon nuancier, des petites couleurs de tel artisan que j'ai reçu parce que elle aurait été mieux, ce verre-là aurait été mieux pour telle plante. Enfin voilà, c'est vraiment le côté un peu pointilleux et perfectionniste, mais voilà, moi c'est ce que j'aime aussi dans la peinture. Donc si vous voulez vraiment
obtenir ce type de rendu, il faut anticiper un peu. Et puis ça vous aidera à être plus efficace pour la peinture ensuite, parce qu'une planche comme celle-ci, donc là on est sur un format un peu plus grand que le A4, mais pas beaucoup plus. Là, en termes de peinture, il y en a pour... Je vous dirai précisément quand je ferai le montage de la vidéo 2, mais il y en a pour 3 à 4 heures en tout, je pense, de peinture, parce que j'ai anticipé. Donc, j'ai pas besoin de choisir mes couleurs au moment où je vais peindre, tout est déjà sélectionné. J'ai pas besoin de reprendre les crayonnés pour les détails parce qu'ils sont prêts. J'ai pas besoin de penser aux petits éléments à rajouter à la fin, comme je fais sur mes couronnes. Sur mes couronnes, quand je fais des couronnes fleuries, si vous avez déjà regardé mes tutos ou mes timelapses sur mes couronnes fleuries, souvent à la fin, pour équilibrer, je rajoute des petits détails, des petites baies ou une feuille par-ci par-là. Mais c'est pas dérangeant parce que c'est un travail qui se fait plus dans une continuité en une fois. Je vais pas revenir dessus, ma couronne fleurie, je la fais, que ça soit une commande ou que ça soit pour de la papeterie. Je choisis ma gamme couleur, je choisis mes végétaux, je peins. Point. Il y a pas, j'anticipe pas spécialement de placer tous les éléments. Parce que j'aime bien qu'il y ait un côté un peu spontané. Quand je fais une planche thématique, j'ai pas envie, au bout de 4 heures de travail, de me dire mince, là ça fait un gros vide, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Ah, et puis du coup il faut que je ressorte telle couleur alors que j'avais fini de l'utiliser. Enfin, vous voyez, je trouve qu'au niveau de la charge mentale et de la réflexion, c'est pas la même chose. Après, voilà, chacun peint à sa manière aussi. Hein. Si ça vous va d'être aussi un peu plus libre sur les planches thématiques, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Mais là, je vous donne moi ma façon de les produire. Et du coup, vraiment, c'est un gain de temps parce que ça me permet de sortir mes couleurs et mes palettes vraiment en fonction de mes besoins et de pas perdre du temps sur les questions matérielles après. Donc voilà, j'espère que ces 7 étapes-là pourront vous aider. Donc si je les récapitule, en premier, on a à choisir son thème. En deuxième, on va faire des petites recherches pour élargir le thème ou s'ouvrir l'esprit et puis se remémorer des petites choses qui pourraient être intéressantes à ajouter à la planche. En troisième, on a sélectionné vraiment les éléments. Donc je vous disais, pas plus d'une dizaine si vous êtes sur un format un peu plus que A4 parce que sinon vous allez avoir des illustrations toutes petites. En quatrième, on a le placement de ces éléments sur la feuille avec les formes globales. Donc juste les contours pour pouvoir gommer et replacer. Ensuite, en cinquième, on a l'ajout des détails. Une fois que tous les éléments sont placés, on rajoute du détail autant qu'on veut en fonction de son style, au crayonné. Sixième étape, on remplit les vides avec des petits éléments pour avoir une planche qui soit bien pleine et bien harmonieuse. Et en dernier, on choisit sa gamme couleur pour être prêt à peindre quand on voudra, donc soit dans la foulée, soit une prochaine session, ce qui vous permet aussi de fragmenter le travail. Moi, généralement, tout ce travail de prep là, il me prend 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Et du coup, je peux le faire un jour et me dire, bon bah ok, là c'est prêt, donc demain je peux peindre. Ou cet après-midi, je peux peindre. Ça me permet aussi de gérer mon temps, de m'organiser au mieux sur la journée. Et voilà, je pense qu'on en a fini pour cette première vidéo. On a fait le tour des 7 étapes qui me semblent primordiales pour pouvoir faire une planche qui soit bien harmonieuse. Et on se retrouve dans la partie 2 dans quelques jours, je dirais peut-être demain ou après-demain, en fonction du temps que ça me prend au niveau du montage, pour la peinture, où là je vous donnerai tous les conseils pour optimiser votre temps de peinture si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et puis si vous avez le temps et que c'est pas une question de gagner du temps pour vous au niveau organisationnel, plus pour éviter tout ce qui va être bavure ou coulure, parce que comme vous avez plusieurs illustrations, et vous risquez d'avoir la main qui passe de l'une à l'autre, et c'est là où on a le plus de risque de rater ou de faire des tâches. Et voilà, je vous donnerai toutes mes petites astuces que j'ai glanées au fil du temps et de la pratique pour éviter ce genre d'inconvenu et puis gagner du temps si c'est ce qui vous intéresse, vous, au niveau de ces planches-là. Si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou un message, ça me fait toujours plaisir, j'y réponds généralement dans la semaine au maximum. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les 2 prochaines vidéos sur cette
thématique des planches thématiques, c'est un peu redondant comme phrase. Et voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous faites des planches, et partagez-les moi sur Instagram, sur le compte du Bosquet, ou par mail via le formulaire de contact du site internet du Bosquet. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites après avoir visionné mes vidéos, ou même sans avoir regardé les vidéos pour voir un petit peu tout ce que vous faites. Bonne fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure qu'il est chez vous, et puis à très bientôt pour la partie 2.